Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News, à notre émission hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Hadinger, qui est directeur de la technologie pour AWS France. Stéphane Hadinger, bonjour. Bonjour. Alors, on commence toujours cette conversation par votre actualité à vous. Je dirais l'événement, la tendance qui a retenu votre attention la semaine passée ou les semaines antérieures. C'est un événement particulier? Un événement particulier autour de la sécurité, c'était le FIC à Lille, qui est un événement international de la sécurité, qui rassemble plus de 10 000 personnes. Et c'est intéressant de voir justement aussi l'impact du cloud, c'est-à-dire à quel point l'ensemble des entreprises et des acteurs de la sécurité aujourd'hui embrassent le cloud et permettent d'avoir des solutions qui soient homogènes entre les déploiements cloud et ce qui peut encore exister dans leur propre data center. Et est-ce que ce FIC où vous êtes allé, je suppose, les années passées, montre des évolutions très très marquées, ou est-ce que c'est la continuation de ce qu'on a vu les années passées? C'est la continuation, mais je dirais la thématique, c'est à la fois plus de sécurité, bien sûr, par rapport aux nouvelles attaques, mais aussi plus d'agilité, et c'est comment combiner les deux. Et donc, j'y faisais d'ailleurs une présentation pour justement comment avoir une gouvernance automatisée qui permet d'avoir à la fois de la sécurité, mais en même temps de ne pas, on va dire, bloquer l'agilité des développeurs et faire passer de ce qu'on appelle du DevOps au DevSecOps, où la sécurité est vraiment embarquée. La sécurité est au cœur, entre le dev et le ops. Exactement. Et vous diriez, bon, vous venez de dire les acteurs de la sécurité sont désormais sur le cloud, c'est-à-dire qu'ils offrent leurs solutions sur le cloud. Mais à l'inverse, est-ce que vous diriez que, parce que la sécurité, rassurez-vous, on en parle quasiment toutes les semaines, parce qu'il y a toutes les semaines un événement qui s'est produit. Est-ce que vous diriez que finalement, avec le cloud, la sécurité est renforcée, ou à l'inverse, est-ce que le cloud pose des problèmes plus sérieux en matière de sécurité? En fait, la sécurité, c'est vraiment notre première priorité et on voit de plus en plus de clients qui viennent dans le cloud à cause de la sécurité. Déjà pour avoir des standards de sécurité, et on pourra en reparler, mais surtout ça permet aux responsables de sécurité d'atteindre un niveau de sécurité, de visibilité et de contrôle qu'ils ont énormément de mal à avoir sur leurs propres infrastructures. Prenons un exemple. Avec le RGPD, il est fortement conseillé de chiffrer les données personnelles. Chiffrer les données à l'échelle d'un data center, c'est un vrai projet. Ça peut être complexe, ça peut être coûteux, ça peut prendre énormément de temps. Chiffrer des données dans le cloud et dans le cloud AWS, c'est une case à cocher. Et en plus, non seulement c'est une case à cocher, mais en plus, on a des mécanismes qui vont automatiquement à chaque seconde vérifier que la gouvernance est bien appliquée. Donc, en gros, si je vais le résumer, ça permet aux responsables de sécurité de bien dormir la nuit. Très bien. Alors, en transition avec AWS, évidemment, vous êtes le leader incontesté du cloud public. Les derniers chiffres du cabinet Synergie le montrent assez facilement. Je dirais qu'il y avait un top 4, et puis il y a Alibaba qui est désormais référencé et donc qui fait un top 5, mais vous êtes assez loin devant en matière de cloud public. Alors c'est une question assez générale, comment vous voyez à moyen terme, pas demain, mais je dirais à 5 ans, et les choses évoluent très vite. Il y a 5 ans, AWS n'est pas ce qu'il était aujourd'hui. Comment vous voyez à moyen terme l'évolution du cloud entre le cloud public, dont vous êtes le champion, le cloud privé, et puis le cloud hybride, le multi-cloud? Enfin, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un certain nombre une palette assez complète. Comment vous voyez cette évolution? Est-ce que vous pensez qu'un jour, finalement, de la même manière que les entreprises ne fabriquent plus leur propre électricité, est-ce que les entreprises n'auront plus d'énergie informatique à fabriquer en interne et elles externaliseront complètement l'énergie informatique? Alors, je n'ai pas la boule de cristal hein, pour voir comme ça à 5-10 ans. On voit la tendance globale. Pourquoi les entreprises adorent le cloud? C'est justement quand on résume tout, c'est comment innover, comment déployer, comment sortir des services plus vite et comment mieux se différencier. Ce qui veut dire qu'au final, on imagine que peut-être à moyen terme, garder ses propres data centers ou ses propres serveurs, ce sera l'exception. Il y aura peut-être des usages qui le nécessiteront. Mais au-delà de ça, en fait, ce n'est pas tant une question de savoir est-ce que l'infrastructure est sur site ou est dans le cloud, mais c'est surtout ouvrir la porte à des nouveaux domaines. Des nouveaux domaines comme l'IoT, des nouveaux domaines comme le data lake, et surtout comme l'intelligence artificielle. Parce que justement, c'est un domaine où beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne savent pas forcément comment le prendre. Et notre approche, c'est de comment mettre l'intelligence artificielle dans les mains de chaque développeur dans les entreprises, sans avoir une expertise. Comment, je le dis autrement, réduire cette barrière à l'entrée sur cette nouvelle technologie et faire en sorte que des sociétés puissent démarrer très vite. Je prends un exemple, c'est Aramis Auto,
société bien connue, qui aujourd'hui ils vendent environ une voiture toutes les 5 minutes. Ils ont une grosse quantité de données. Ils ont mis en place justement un projet d'intelligence artificielle sur AWS. Ils ont fait le projet en 5 jours. Et en 5 jours, ils ont eu une amélioration du taux de conversion de 20%. C'est quelque chose, un exemple qu'on voit assez souvent, de dire finalement de commencer un premier projet en quelques semaines et d'en voir immédiatement les bénéfices, la valeur métier, et de pouvoir ensuite itérer pour aller encore plus loin. Donc tel que vous le présentez, finalement, c'est pas en gros mettre l'informatique traditionnelle sur le cloud, c'est pas ça ce qui apporte de la valeur immédiate, c'est plutôt tout ce qui est innovation. Et ça permet aux entreprises d'aller très vite pour voir, comme vous dites, avoir le retour assez rapide. C'est un peu ça l'idée ? C'est les deux, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, nous sommes conscients que une entreprise qui a ses propres infrastructures sur site ne peut pas les déménager du jour au lendemain comme ça d'un claquement de doigts. Bien sûr qu'il faut l'accompagner. Donc c'est les deux, c'est permettre déjà de faire cette migration, et cette migration massive pour des entreprises qui souhaitent fermer leur data center, comme par exemple Veolia. Donc Veolia est la première société du CAC 40 à avoir annoncé avoir fermé l'ensemble de ses data centers en France, et donc avoir tout bougé sur le cloud. C'est aussi une manière de redonner de la marge de manœuvre à la DSI. C'est de dire, voilà, sur des budgets qui ne sont pas extensibles à l'infini, comment faire en sorte de faire continuer les systèmes déjà existants et tout le legacy, de le bouger rapidement dans le cloud pour à la fois augmenter l'agilité, réduire les coûts, et justement avoir cette marge de manœuvre supplémentaire pour investir dans le data lake, dans l'IoT, dans l'intelligence artificielle. Alors justement, dans la continuité de cette idée-là, vous avez annoncé l'année passée, puisque dans l'annonce des résultats, il y a toutes les annonces de différentes solutions que vous avez apportées, et il y en a une qui s'appelle AWS Outpost, donc avant-poste, précisément, qui montre que AWS, champion du cloud public, va également vers le cloud privé, parce que l'idée c'est, enfin vous allez me corriger si je me trompe, mais Outpost en gros c'est des racks de serveurs et de stockage qui sont en service managé sur on-premise, et donc en gros ça donne, d'ailleurs le terme Outpost est assez révélateur. En gros, vous mettez votre informatique chez nous et puis vous garderez sur les outposts quelques bribes d'informatique, mais en tout cas, est-ce que ça veut dire que c'est un changement de stratégie assez important d'AWS vers ce cloud hybride ou multi-cloud? Alors c'est une évolution, c'est pas un changement de stratégie, parce que dans Outpost, on veut vraiment garder les éléments de valeur fondateurs justement du cloud. Donc et la manière dont nous faisons évoluer les offres, c'est d'abord en écoutant nos clients. C'est-à-dire que plus de 90% de nos évolutions, de nos nouveautés, viennent directement de retours clients. Et on a eu des retours clients de différentes industries, comme par exemple l'industrie des télécoms, comme quoi tout avoir dans un point central, ça correspond à une majorité d'usages, mais il reste des usages très spécifiques qui nécessitent d'avoir du déploiement local d'infrastructures. Parce que, par exemple, avoir une infrastructure unique en région parisienne pour servir toute la France sur des réseaux, des futurs réseaux 5G, c'est quelque chose en termes de latence qui n'est pas possible. Il faut avoir des postes avancés, justement, un petit peu partout dans le réseau pour réduire cette latence. Donc l'idée d'Outpost, c'est une extension du cloud qui va s'exécuter localement aux endroits que nos clients souhaitent. Mais est-ce que vous avez des clients, et je pense à EDF et une présentation où j'étais il n'y a pas très longtemps chez Orange Business Service, qui disait en gros, moi il est hors de question que mes données stratégiques, je les mette sur le cloud, je vais les garder sur un data center privé, éventuellement avec des solutions de cloud, mais tout ça dont je garde la maîtrise totale. Est-ce que vous avez des clients qui expriment ces idées-là? De moins en moins. De moins en moins. Et justement, c'est notre travail, et c'est mon travail aussi de rencontrer les différents responsables sécurité, de bien leur faire comprendre déjà tout l'investissement que nous mettons dans la sécurité sur les normes les plus avancées, que ce soit les ISO 27001, 27017, 27018, SOC 1, SOC 2, SOC 3, PCI. C'est un investissement constant dans des nouvelles normes. D'ailleurs, une nouveauté aussi, puisqu'à mi-janvier, nous avons obtenu la certification HDS, hébergement de données de santé, qui permet là aussi à toute une nouvelle industrie de la santé maintenant d'utiliser toute l'agilité et la valeur du cloud. Et je peux vous dire qu'il y a de nombreuses sociétés qui étaient dans les starting blocks et donc qui vont enfin pouvoir utiliser le cloud pour ça. Donc c'est ça, c'est vraiment d'expliquer aux différents responsables de sécurité comment le faire, comment bien le faire, quels sont les bénéfices. Et aujourd'hui, c'est même un peu l'inverse. Quand on écoute Jean-Christophe Lessy, qui est le DSI Group de Veolia, il dit au contraire, aujourd'hui mes applications sont bien mieux sécurisées dans le cloud chez AWS que dans mes propres data centers.
Alors effectivement, on espère, si je reviens sur les données de santé, on espère que les compagnies d'assurance n'auront pas accès à toutes ces données, parce que évidemment, elles pourraient en faire un usage un peu particulier. Passons maintenant aux bases de données. Donc c'est un domaine sur lequel aussi vous êtes très présent. Vous avez commencé avec l'annonce Aurora il y a 4 ans, je crois. C'était une base compatible MySQL. Et puis après, il y a eu un certain nombre d'annonces. Et plus récemment, donc il y en a eu des bases de données un peu spécifiques, TimeStream pour l'IoT, et puis Quantum Cryptography. Quantum Ledger. Je ne sais plus comment. Oui, exactement. Finalement, quelle est votre stratégie en matière de base de données? Est-ce que l'idée, c'est d'attirer tous les éditeurs sur votre plateforme, ou de proposer aussi vos propres solutions, ou alors, évidemment, des solutions intermédiaires entre les deux? Alors, le fondamental, là encore, c'est de bien capter les besoins de nos clients. Et en fait, il y a deux grands éléments. Le premier, c'est quelque part la diversité, au sens de la diversité technologique. On est conscient, et nos clients sont conscients aussi, il n'y a pas une technologie magique qui correspond à tous les besoins. Et en base de données, c'est très vrai. Il n'y a pas une technologie de base de données qui correspond à tous les besoins. Donc, c'est déjà de proposer toute cette diversité technologique et de permettre à nos clients de faire le choix en fonction de leurs usages. La deuxième grande tendance, c'est l'open source. Et ça, c'est une demande qui est très profonde de nos clients, que je peux traduire aussi en disant « je ne veux pas être verrouillé ». Donc si je prends des solutions de base de données chez AWS, je veux avoir une possibilité de sortie. Et la plus simple qui existe, c'est de se baser sur l'open source. Comme ça, les possibilités de sortie sont très claires. C'est pour ça que Aurora, nous l'avons bâti à la fois sur le moteur MySQL et le moteur Postgre, sur cette idée qui est, il n'y a pas besoin de redévelopper les applications, si elles étaient déjà sur MySQL ou sur Postgre, et deux, pour permettre aussi cette possibilité hypothétique, si nos clients ne sont pas satisfaits, de pouvoir partir. Et Aurora, ça naît justement de cette demande de nos clients qui utilisaient des bases commerciales très haut de gamme, mais souhaitaient avoir un équivalent basé sur de l'open source. Donc nous avons complètement redéveloppé les couches de stockage et toute l'architecture interne pour proposer l'équivalent de base de données commerciale haut de gamme, mais en grosso modo à un 10e du prix et basé sur de l'open source. Et alors c'est un de mes services préférés et c'est le service qui a la plus forte croissance chez AWS. Alors, est-ce que finalement, dans le domaine des bases de données, comme dans d'autres domaines, le slogan de la Samaritaine, on trouve tout chez AWS, pourrait être appliqué? C'est un peu ça l'idée? Je ne sais pas si c'est le bon slogan, mais en tout cas, c'est l'idée d'avoir... cette diversité la plus large possible. Cette diversité. Donc, comme vous citiez TimeStream, qui est une base de données qui est spécifiquement là typiquement pour l'IoT. De se dire, si j'ai des millions de capteurs qui vont remonter des données toutes les 5 secondes, par exemple, nos clients ont besoin de les stocker, de pouvoir les traiter. On peut faire ça avec une base de données relationnelle, mais c'est très luxueux. Pour ça, oui. C'est beaucoup trop luxueux, c'est beaucoup trop coûteux. Il y a manière de faire typiquement ce genre de stockage avec de meilleures performances et un coût qui est bien moindre. Et le dernier que vous citiez, c'est Quantum Ledger. Donc il y a toute la vague de la blockchain et un intérêt très important de nos clients. Pendant quelques temps, nous n'étions pas très clairs de savoir exactement à quel type d'usage nos clients voulaient utiliser la blockchain. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un usage très particulier qui est, parce que les clients nous posaient la question de la blockchain privée, ce qui peut paraître surprenant. Et en fait, ce qui intéressait la majorité de nos clients, c'est ce qu'on appelle un ledger, c'est-à-dire une base de données qui va enregistrer des transactions pour la traçabilité, mais qui va surtout garantir qu'une fois que la transaction est enregistrée, elle n'est pas modifiable, ni par un administrateur, ni par qui que ce soit, de par toute une chaîne de signatures en cascade, qui fait que même si quelqu'un, de manière accidentelle ou volontaire, modifie quelque chose, ça se voit, parce que la chaîne de signature est rompue. Donc QLDB, c'est une base de données qui répond spécifiquement à ça. Et en parallèle, nous proposons également les produits open source managés, donc Hyperledger et Ethereum. Les applications, alors pour ça, finalement, c'est concret, c'est quoi? J'en sais rien encore, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir toute l'inventivité et l'innovation qui va sortir de l'imagination de nos clients pour faire ce genre d'utilisation. Donc ça veut dire que finalement, là on a parlé des bases de données, mais on va parler un peu d'intelligence artificielle. Ça veut dire que, enfin c'est déjà peut-être ce que vous avez fait, mais à l'avenir en tout cas, AWS ne s'interdit pas de faire ses propres développements pour des technologies particulières et d'émerger les technologies existantes des autres fournisseurs. C'est un peu ça l'idée? En tout cas, l'idée c'est de couvrir un large spectre de besoins. Si je prends le cas de l'intelligence artificielle, on a quelques spécialistes mondiaux qui écrivent les frameworks, qui écrivent les algorithmes et qui ont besoin justement des outils pour ça. Donc nous leur fournissons. Ils ont aussi besoin de l'infrastructure la plus puissante qui existe.
à la fois à base de CPU, comme les processeurs Intel Skylake, ou de GPU, comme NVIDIA, pour faire les apprentissages, la création des modèles le plus vite possible. Mais en même temps, on a aussi, comme je disais, notre but, c'est de mettre l'intelligence artificielle dans les mains de chaque développeur. Donc nous avons fait un produit qui s'appelle SageMaker, qui permet justement en quelques heures de prendre la main sur des algorithmes qui sont déjà pré-packagés, qui pré-optimisés, avec des exemples qui sont déjà tout faits, et sur lesquels les développeurs peuvent partir de cette base-là et continuer. Nous proposons également, dans nos locaux, à la Défense, ce qu'on appelle des workshops, c'est-à-dire pendant une journée, c'est à la fois une formation et, comme on dit, c'est les mains sur le clavier, c'est-à-dire que nos clients vont pouvoir venir tester, le tester en vraie grandeur et pouvoir repartir ensuite dans leur entreprise pour l'essayer avec leur propre. Et alors, dans cette offre d'intelligence artificielle telle que vous la présentez, finalement, donc il y a l'infrastructure, donc les CPU, il y a les moteurs, il y a les plateformes, et puis il y a le dernier étage, si je puis dire, là c'est des solutions toutes prêtes à l'emploi. Et pour des applications qu'on connaît bien, dont on parle déjà depuis plusieurs années, très spécifiques, la voix, l'image, la vidéo. Et est-ce que vous pensez que ça, pour l'instant, on sait que quand on parle d'intelligence artificielle, on a toujours ces applications-là. Et est-ce que vous pensez que ces solutions toutes faites vont s'élargir à de nouveaux domaines ? On attend, mais on ne les voit pas encore venir. Elles vont s'élargir, c'est certain. Et justement, c'est une autre manière d'utiliser de l'intelligence artificielle sur des services qui sont tout prêts. C'est un peu comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire de dire nos clients peuvent utiliser des produits d'intelligence artificielle sans avoir de formation ou à la limite sans rien connaître à l'intelligence artificielle puisque tout est fait d'avance. Donc ça peut être de l'analyse d'image pour vérifier par exemple, pour avoir une description de l'image, pour analyser de la vidéo aussi, qui est un domaine aussi où on voit beaucoup d'usages dans les médias, ou dans le monde du sport également. Donc nous avons fait un partenariat avec la Formule 1 par exemple. Et puis le tournoi des 5 nations. Et le tournoi des destinations, effectivement. Donc on commence à voir aussi des usages par rapport à ça. De la traduction. Un de mes favoris, c'est l'analyse de sentiments. C'est-à-dire de prendre un texte et d'analyser de manière sémantique de quoi ça parle, mais surtout est-ce que c'est positif, négatif ou neutre. Donc on a de plus en plus de clients qui prennent ces outils-là sur les réseaux sociaux. Comme ça, ils savent en temps réel ce qu'on dit, ce que en disent leurs clients sur leur marque. Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif qui est en train de se propager. Et un nouveau aussi, on a beaucoup d'attentes de nos clients, un énorme intérêt, qui s'appelle Textract, qui est de la reconnaissance de documents, mais surtout appliqué à des formulaires. C'est-à-dire quand vous avez un formulaire venant de n'importe quelle administration, n'importe quelle entreprise, de scanner le formulaire et d'extraire automatiquement les valeurs des champs. C'est-à-dire vous n'avez pas juste le texte, mais vous avez l'ensemble en clé-valeur. C'est-à-dire le champ nom, il y a telle valeur, le champ prénom, il y a telle valeur, et ainsi de suite. Très bien. Alors, on va terminer ce tour d'horizon assez détaillé par finalement AWS en France. Est-ce que, donc a priori, je suppose que vous avez cité Veolia, donc ça c'est un des 440 qui met toute son informatique, donc ça c'est d'un côté, du côté des grands comptes, et puis de l'autre côté vous avez peut-être la start-up qui s'est créée il y a 3 jours et qui veut se développer sur son cœur de métier, mais qui n'a pas envie de s'embêter avec tout ce qui est développement informatique. Est-ce que vous avez une palette qui est extrêmement complète et est-ce qu'elle est différente de ce que vous pouvez voir dans d'autres pays? Et peut-être un dernier point, la notion de réversibilité que vous avez abordé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des cas finalement d'entreprises qui sont venues chez vous, qui ont mis pas mal d'informatique chez vous et qui finalement sont repartis pour des raisons, soit en mettant leur informatique dans leur propre data center ou en allant chez un de vos confrères. Donc deux grandes questions. Je commençais par ça. C'est possible, mais ça reste très rare aujourd'hui, puisque justement il y a encore cette perception de la valeur. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas d'entreprise type ou d'industrie type sur AWS. On a vraiment toute la palette, à la fois le CAC 40, comme Veolia, comme dans le monde de la banque, comme Société Générale, comme HSBC, dans les médias, comme Canal+, M6, France Télévisions, dans Decathlon, et ainsi de suite. On voit des sociétés de taille intermédiaire, on voit aussi beaucoup de start-up, et nous sommes extrêmement, nous sommes en support également de toute la French Tech. Nous avons un bureau de mentoring à Station F, par exemple, qui est le plus grand campus de start-up au monde. Et je suis toujours émerveillé de voir comment des pépites françaises peuvent rayonner au niveau mondial. Je prends un exemple, c'est Teds.tv. C'est une société qui fait des petites vidéos publicitaires typiquement dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ont, je crois, plus de 90% de parts de marché, plus d'1 milliard d'utilisateurs différents chaque mois.
Ils sont à Montpellier. Ils utilisent la technologie AWS justement pour rayonner à la fois en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Stéphane Hallinger, merci beaucoup. Merci.